Moi, je dis souvent aux gens, vos enfants qui sont atteints de TDA ou qui ont des troubles d'apprentissage quelconques, c'est comme si on leur demandait de courir le marathon de Montréal à tous les jours. Ouais. Normal qu'ils soient extrêmement fatigués à la fin de la journée. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que la parentalité, c'est merveilleux. C'est Disney tout le temps. Et là, tout à coup, tu te retrouves dans un monde où tu ne te sens plus pantoute à Walt Disney. Puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi que moi, je ressens ça. Et c'est très important de mentionner que ça peut arriver n'importe quand. Ce parent-là, par exemple, il travaille autant que moi. Comment ça que lui ou elle arrive à faire tout ça alors que moi, je suis épuisée quand je reviens le soir puis j'ai pas le temps de commencer à faire de la slime qui se mange, là, tu sais? On a des enfants de plus en plus curieux parce que c'est ça aussi que ça amène la technologie, c'est beaucoup de curiosité. Donc, ils veulent toucher à tout. Mais encore une fois, c'est nous, les parents. L'apprentissage chez un enfant, ça devrait toujours être ludique. Les enfants aiment apprendre. Oui, définitivement, mais ils n'aiment pas apprendre quand il y a des conflits. Ils n'aiment pas apprendre quand on les chicane. Ils n'aiment pas apprendre quand on lui dit « Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans quand ça fait 3 fois que je te l'explique? » C'est sûr qu'ils n'aiment pas apprendre de cette façon-là parce que nous non plus, on n'aime pas apprendre de cette façon-là. Bienvenue à ce nouvel épisode de la balado aidersonenfant.com. Je suis Carlo Coccaro et aujourd'hui, on rencontre la psychologue Suzanne Vallière qui vient tout juste de lancer son dernier livre, Le Psy-Guide des parents épuisés. C'est le 7e livre, donc elle a lancé 6 autres livres, des psy-trucs. Et dans celui-là, on aborde la notion d'épuisement parental et de tout ce qui mène à cet épuisement parental-là. On est beaucoup dans la prévention et vous allez voir que l'entrevue que j'ai faite avec elle nous amène de nombreuses pistes de solutions pour éviter de tomber dans la spirale de l'épuisement parental. Et elle nous propose aussi des pistes de réflexion et des outils pour reprendre confiance en nos compétences de parents et avoir du plaisir avec nos enfants. Bonne écoute. Suzanne Vallière, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aidersonenfant.com. Ça me fait plaisir. Vous venez tout juste de sortir un nouveau livre, un 7e? C'est le 7e, celui-là. 7e livre, Le Psy-Guide des parents épuisés. Quand j'ai vu le titre, quand j'ai commencé à lire l'introduction, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il fallait sortir un livre sur l'épuisement des parents? C'est ma première question, puis il y en a des statistiques, mais on est vraiment rendu là? Bien, en fait, les parents épuisés, ça fait quand même un petit bout que les recherches ont commencé. Ça fait 30 ans. Mais on s'était surtout attardé, surtout dans la dernière décennie, là, on s'est attardé plus aux parents qui avaient des enfants en graves difficultés ou des handicaps qui faisaient en sorte que ces parents-là étaient plus à risque, possiblement, de vivre de l'épuisement parental. Par la suite, on s'est aperçu que, oui, c'est vrai que ces parents-là sont à risque, mais tous les parents sont à risque à un certain moment donné de vivre de l'épuisement, surtout avec les familles qui sont très diversifiées maintenant, les familles recomposées, le stress au travail, la performance aussi, la surconsommation de surinformation qu'on a un petit peu partout, fait en sorte que les parents, des fois, ils ne savent plus trop comment s'y retrouver. Puis effectivement, on est rendu là, mais je pense que ça fait plus longtemps qu'on est là qu'on pense. Par contre, on commence à en parler de plus en plus. Parce que les statistiques, j'en parlais, vous en parlez dans le livre, justement, le quart des parents vont se sentir stressés par leur rôle de parent et 5 à 7 des parents. Selon les statistiques, les recherches, 7 ressentiraient de l'épuisement parental à un certain moment donné pendant leur rôle de parent. Mais est-ce que c'est... Moi, je suis papa de 3 garçons de 5 à 10 ans. Là. Donc, on est dans une phase qui n'est pas toujours simple. Je pense qu'il n'y a aucune... Tous les parents me disent qu'il n'y a aucune phase qui est simple de toute façon, mais j'ai l'impression que ça fait partie d'être parent que d'être épuisé. Ça vient avec. Alors, quelle est la différence entre les 7 de parents qui vivent de l'épuisement parental et la fatigue que moi, je peux vivre ou que ma femme peut vivre ou que tous les parents peuvent vivre à un moment ou un autre de la semaine ou du mois ou de l'année? Oui, effectivement, je pense que tous les parents, à un certain moment donné de leur vie, peuvent ressentir de l'épuisement. Puis on vit toutes des situations qui sont parfois un petit peu plus difficiles, qui fait que notre rôle de parent va devenir par conséquent aussi plus lourd un petit peu à porter. La différenciation qu'on fait avec quelqu'un qui est en épuisement parental
parentale, c'est que cette personne-là, c'est à tous les jours, c'est récurrent qu'elle ressent de la fatigue, une lourdeur par rapport à sa tâche de parent, une perte de plaisir aussi, parce que parfois, on va être épuisé comme parent, mais on va encore ressentir du plaisir à aller raconter l'histoire, par exemple, au dodo. On va avoir hâte que le souper se termine parce que c'est une tâche, mais on se dit, hey, ça va être le fun, là, je vais aller raconter l'histoire. Tu sais, ça, c'est un moment privilégié entre le parent. Mais un parent qui est en épuisement parental, même ça ne sera plus une source de plaisir. Ça va être encore considéré comme une tâche et bien souvent, malheureusement, le parent va avoir de la difficulté même à l'effectuer, cette tâche-là. Okay. Il va y avoir comme une distanciation affective qui va se faire avec l'enfant, c'est-à-dire que le parent n'arrête pas d'aimer son enfant, c'est pas ça du tout qui est en jeu. Par contre, il va avoir le besoin de se distancier affectivement pour réussir à se protéger puis à garder le peu d'énergie qui lui reste. L'épuisement parental, là, c'est vraiment très similaire avec l'épuisement professionnel. Oui, c'est ça, c'est ce qui me venait en tête. Exactement. Parce que vous parlez du burn-out parental dans votre livre. Oui, je parle du burn-out professionnel, puis je fais la similarité avec le burn-out parental parce que c'est à peu près les mêmes symptômes. Quand on ressent de l'épuisement professionnel, c'est à partir du moment où je rentre dans mon milieu de travail que mes symptômes vont apparaître, que je vais me sentir, ça va me sembler lourd, je vais ressentir une grande fatigue, déprimée un peu, alors que quand c'est le burn-out parental, bien, c'est quand je rentre dans ma famille que je ressens ça. Je pourrais me retrouver dans un contexte où au travail, ça va quand même relativement bien, je me sens bien, mais quand je sors du travail, tout de suite, la fatigue commence à s'instaurer. On comprend très bien que ce soit un épuisement professionnel ou un épuisement parental, les sphères, à un moment donné, finissent par se contrecarrer, puis l'énergie que j'ai plus à la maison, ça risque d'avoir un impact dans mon travail et vice-versa. Je comprends. Mais c'est ça la grande distinction. Est-ce que l'épuisement parental ou le burn-out parental est pas plus lourd dans la mesure où, et là je parle pour moi, Carlo, le papa, ma maison, ma famille, les relations que j'ai avec mes proches est comme mon château fort. C'est là où je me retrouve le soir, la fin de semaine, même le jour des fois, puis il faut que je sois bien là. Donc quand on ne se sent pas bien dans ce rôle de parent-là, avec toute l'émotion avec nos enfants, nos conjoints, est-ce que c'est pas plus lourd encore qu'un épuisement professionnel? Bien, c'est plus lourd aussi dans le sens où le travail, si je suis plus bien dans mon milieu de travail, j'ai la possibilité de changer. J'ai la possibilité de le quitter puis d'aller justement soit dans un autre domaine ou dans une autre forme d'entreprise où je vais peut-être me sentir un petit peu mieux puis à ma place. Ouais. Dans le cas d'un burn-out parental, je peux pas changer de famille. Je peux pas délaisser mes enfants non plus. On peut le faire peut-être à quelques journées. Hein? On peut partir un week-end, par exemple, de temps en temps, mais je peux pas complètement laisser tout tomber. Fait que oui, c'est plus lourd et beaucoup plus culpabilisant aussi. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que la parentalité, c'est merveilleux. C'est Disney tout le temps. Et là, tout à coup, tu te retrouves dans un monde où tu ne te sens plus pas en tout à Walt Disney. Puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi que moi, je ressens ça. Et c'est très important de mentionner que ça peut arriver n'importe quand. C'est-à-dire que si on fait la distinction avec la dépression postpartum, par exemple, le baby blues, qui vont arriver soit, dans le cas du baby blues, 2 à 3 jours après la naissance, dépression postpartum, habituellement 2 à 3 semaines après la naissance. Okay. Épuisement parental, ça peut arriver n'importe quand. On pourrait se retrouver, par exemple, dans une situation où on se sépare, on a des adolescents, tout à coup, tout ça nous apparaît trop lourd, on a de la difficulté à fonctionner avec toutes les tâches qui nous sont attribuées et à ressentir un épuisement parental. D'un point de vue clinique, est-ce qu'il y a un diagnostic qui se pose de l'épuisement parental? Non. Pour le moment, dans le DSM-5, ce n'est pas un diagnostic qui est reconnu. C'est ce qui fait en sorte que souvent, les gens qui ont les symptômes qui s'y apparentent vont recevoir plus un diagnostic de dépression, parfois troubles d'anxiété, qu'on va traiter quand même, hein, la majorité du temps. Un peu comme l'épuisement professionnel, au départ, on mettait le diagnostic de dépression avant qu'il soit reconnu. Alors, c'est un peu dans la même ligne. Donc, pour les parents qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans la description que vous avez faite, épuisés, pas beaucoup de plaisir ou peu de plaisir dans les tâches, dans les relations, même avec leurs enfants ou leurs conjoints, quand est-ce qu'on sonne la cloche d'alarme? Quand est-ce qu'on lève le drapeau blanc? En fait, justement, le livre a été beaucoup écrit à titre de prévention. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Le psy-guide du parent épuisé et comment prévenir ou s'en sortir ». Mais c'est surtout comment prévenir, parce que je pense que, comme tu l'as dit en début de l'émission,
tout le monde peut ressentir de l'épuisement à un moment donné. Et c'est à partir du moment où je ressens de l'épuisement puis que c'est récurrent, là, c'est pas juste une journée de temps en temps, c'est vraiment récurrent qu'il faut déjà que je me dise qu'est-ce qui se passe. Et récurrent, pour être précis, c'est plusieurs fois par semaine? À tous les jours, tous les presque. jours, là. OK. Tu sais, pendant 2 semaines, 3 semaines, on s'en sort pas. Là. C'est pas, on se dit pas, ah, c'est vrai là, que j'ai un petit peu plus de boulot, ça doit être ça, ou ben mon conjoint ou ma conjointe est à l'extérieur pour 2 semaines, donc c'est sûr que là, c'est plus difficile, ça va se replacer, mais ça se replace pas. Je ressens de plus en plus de fatigue, je ressens de moins en moins de plaisir avec mes enfants. Même le week-end, je réussis pas à m'en sortir. Il faut déjà commencer à se positionner, à se questionner, à savoir, est-ce que je suis pas en train de faire de l'épuisement parental? À partir du moment où la réponse est peut-être, puis c'est pour ça que j'ai inclus une petite grille dans le livre, pour que les parents puissent dire, j'en suis rendu où, moi? Est-ce que j'ai suffisamment de caractéristiques pour dire que peut-être que je m'oriente vers de l'épuisement? Et là, c'est vraiment la liste des priorités qu'il faut faire. Prioriser, qu'est-ce que je peux lâcher prise? Sur quoi que je peux laisser tomber? Parce que si j'en suis là, c'est que possiblement, j'ai tendance à être perfectionniste. J'ai tendance à moins vivre le moment présent avec mes enfants. J'ai probablement tendance à avoir beaucoup de difficultés à lâcher prise puis à vouloir absolument que les cupcakes soient faits maison, que j'organise la fête du siècle pour mon enfant, alors que dans le fond, peut-être que juste un gâteau avec la famille immédiate, puis l'enfant va être aussi heureux. Parlons-en un petit peu du perfectionnisme, parce que j'ai l'impression, puis vous en parlez dans le livre aussi, on est dans la surabondance d'informations, c'est-à-dire de quoi faire et quoi pas faire comme parents. En même temps, on en a parlé des réseaux sociaux qui nous montrent le Walt Disney des familles. On voit jamais un parent chicaner son enfant sur les réseaux sociaux. Les enfants, c'est des anges, ils font du jardinage et des cupcakes parfaits avec leurs parents. Exactement. Ce perfectionnisme-là, à quel point vous le voyez dans votre pratique, que l'influence externe influence la perception que les parents ont de c'est quoi être un bon parent? Mais je pense que la grande difficulté des parents d'aujourd'hui, puis j'en parle aussi en comparatif dans mon livre par rapport à, par exemple, avant, quand on était parents, qu'est-ce qui fait que c'est devenu difficile tout à coup là, d'être juste un parent comparativement à avant, c'est cette comparaison-là qui est omniprésente dans notre vie. Avant, les réseaux sociaux, c'était pas si présent, voire pas présent du tout. Et ça faisait en sorte que les gens vivaient à peu près tous les mêmes choses. Puis si on vivait pas toutes les mêmes choses, on le savait pas de toute façon. Présentement, on est en comparaison constamment. On se compare. En étant sur les réseaux sociaux, il y a un effet de comparaison et ça met une pression sur le parent qui se demande, bien, ce parent-là, par exemple, il travaille autant que moi, comment ça que lui ou elle arrive à faire tout ça alors que moi, je suis épuisée quand je reviens le soir puis j'ai pas le temps de commencer à faire de la slime qui se mange, là, tu sais? Alors, c'est ça que les parents se re-questionnent, se remettent en question constamment. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi beaucoup dans le livre en disant aux parents, faites-vous confiance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, aujourd'hui, on en donne. Il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent d'à peu près tout le monde. Et les parents, des fois, ils ont de la difficulté à faire la distinction entre qu'est-ce qui vient avec des appuis scientifiques, des recherches des professionnels versus un parent qui fait juste part de son constat. Que ce soit un père, une mère. Et ça, c'est important aussi comme parent de faire toute cette distinction-là, puis de toute façon que ça vienne de moi, que ça vienne d'autres professionnels, à partir du moment où moi, je ne me reconnais pas dans ce qui est nommé comme parent, je ne suis pas obligée d'y adhérer. L'intuition du parent doit toujours prédominer. J'imagine que se retirer aussi un peu de la consultation, on parle des réseaux sociaux, entre autres, mais juger, c'est une chose, mais juger, c'est difficile de le faire constamment, surtout quand on est fatigué, de dire non, c'est pas grave, moi je fais pas ça, mais il n'y a pas de problème. Mais juste de se reculer puis de ne pas regarder, ça doit être faire partie des bonnes hygiènes de vie aussi d'un bon parent. Effectivement, d'arrêter de consulter tout ça, ces réseaux sociaux-là qui nous montrent toujours, tu sais, les gens, ils font de la cuisine, puis le comptoir, il est tout nettoyé. C'est presque impossible, ça, d'y arriver avec un enfant qui met de la farine partout. Est-ce que moi, j'ai l'énergie de gérer ça aujourd'hui, la farine sur le plancher puis sur le comptoir, etc.? Bien, si la réponse est non, j'en fais pas. Parce que c'est pas réaliste de penser que ça se passe toujours bien. Tu sais, tantôt, tu l'as nommé, sur les réseaux sociaux, on le voit pas quand ça va pas bien. Mais ça se peut pas dans une famille que ça y aille toujours très, très bien. Il y a des moments où ça va moins bien. Et les écrans
écrans. Je pense que les écrans prennent beaucoup trop de place. Parlons des écrans. C'est le sujet de l'heure. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres qui sont sortis dernièrement sur le temps d'écran. Et récemment, une étude qui disait maximum 2 heures par jour d'écran, tout écran confondu, tablette, téléphone, ordinateur, télé. C'est pas facile. Non. Je préparais cette phrase-là dans ma voiture en arrivant aujourd'hui en me disant « La vie va vite. Les parents se lèvent tôt, les enfants se lèvent tôt, on revient tard à la maison, les enfants sont fatigués, les enfants ont faim, on a le lavage à faire, on a le repas à préparer, il faut aller coucher l'enfant assez tôt parce qu'on sait que le sommeil, c'est important. Ouais. Tout ça vient avec des facilités. Puis la tablette est devenue facile. C'est facile. Les enfants la veulent. Ça donne la simplicité dans la maison. C'est facile d'ambitionner là. Est-ce que vous le voyez dans votre pratique? Ah ben oui, quotidiennement. Oui. Quotidiennement, on essaie beaucoup de recadrer à ce niveau-là sur la nécessité des écrans, dans un premier temps. Les écrans, il faut bien comprendre que c'est un peu comme la télé, là. C'est un loisir, à quelque part. Hein? C'est comme quand j'ai tout fini de faire mes choses, puis qu'il pleut à l'extérieur, puis que, j'ai le goût d'écouter un film tranquille, peut-être, oui, mais les écrans ne devraient pas prendre autant de place qu'ils prennent présentement, autant pour les enfants que pour les parents, je dirais. Parce que les parents, présentement, ce qui se passe souvent, ils sont souvent aussi avec leur cellulaire pendant qu'ils sont en interaction avec leurs enfants. Dernièrement, j'avais un enfant qui disait à son parent « J'aimerais ça que tu prennes plus ton cellulaire pendant que je fais mes devoirs. » Alors, on voit que l'enfant, ce qu'il essayait de nous nommer, c'est quand tu nous donnes mes mots dictés, mais que je te vois en même temps faire un multitâche sur ton cellulaire, moi, ça me déconcentre. Moi, j'ai l'impression que je suis pas important. Moi, j'ai l'impression que mes devoirs sont pas importants, alors que tu me nommes le contraire, que c'est très important, la période des devoirs. Alors, il y a une prise de conscience aussi à faire comme parents. Est-ce que ça peut parfois nous donner de l'épuisement aussi d'être toujours en multitâche, c'est-à-dire de répondre à un courriel pendant que je fais la sauce spaghetti, puis en même temps, je donne la dictée à l'enfant, puis en même temps, je gère le conflit de la frère puis de la sœur au comptoir. C'est très demandant pour un parent. Ça donne une impression de productivité, de faire 3 choses en même temps, mais la réalité, c'est qu'on fait rien de bien. Exactement. Dans tout ça, puis on est toujours dans notre tête. À partir du moment où je consulte mes courriels, que je réponds à un texte, que je consulte les réseaux sociaux, je ne suis pas avec la personne en avant de moi. Je suis ailleurs. Ouais. Alors, profitons des relations humaines avant des relations virtuelles. Et auparavant, les gens pouvaient attendre. Maintenant, les gens ne peuvent plus attendre. Oui, la gratification instantanée. Exactement. Si tu me textes, tu t'attends à ce que je te réponde presque dans l'immédiat. Qu'il soit 6 heures, 7 heures, 8 heures, tu t'attends à ce que je te réponde immédiatement. Mais ça, on le voit chez les enfants aussi. Les enfants n'attendent plus. À la télévision, ils choisissent leurs émissions, ça joue. Nous, dans le temps, il fallait attendre la publicité ou attendre que l'émission arrive à 5 heures le soir pour l'écouter. Maintenant, tout est enregistré, on peut l'écouter. Certainement que ça influence le comportement et les attentes des enfants quand ils demandent des choses. Comment on peut gérer ça comme parents? Parce que technologiquement, on est rendu ailleurs. Donc, on est dans l'instantanéité de nos demandes, même comme parents, vous l'avez dit, ou comme adultes. Comment est-ce qu'on peut encadrer ça chez nos enfants? Bien, je pense que les enfants, ils répondent toujours au cadre qu'on veut leur donner. Donc, nous, on se doit de le maintenir, ce cadre-là. En fait, le cadre doit toujours être adapté par rapport à l'âge de l'enfant. Si le cadre est trop grand, l'enfant s'y perd. Si le cadre est trop petit, l'enfant étouffe. Donc, c'est vraiment de donner le cadre par rapport à un enfant du groupe d'âge dont il a. Ouais. C'est-à-dire que si l'enfant a 5 ans, bien, normalement, son cadre ne devrait pas être le même qu'un enfant qui a 10 ans, mais ne devrait pas être le même non plus d'un enfant de 2 ans. Alors, c'est quoi les besoins d'un enfant de 5 ans? Et c'est ça qu'il faut plus se demander comme parent. C'est quoi son besoin à cet enfant-là par rapport à son groupe d'âge? Puis quel cadre que je vais lui mettre? Les enfants, ils ne se rebutent pas au cadre quand le cadre est constant et logique. OK. Alors, c'est sûr qu'un enfant va se rebuter si on essaie de le coucher à 6 heures et qu'il a 10 ans. Ouais. Il comprend très bien qu'on vient juste de finir de souper, le soleil est pas mal encore haut dans le ciel, ça fait pas trop de sens que je me couche. Mais l'enfant qui a 10 ans, par exemple, et qu'on couche vers les 8 heures, va trouver que ça fait du sens. Parce qu'il fait la noirceur est pris, puis il n'y a pas d'amis non plus dans la rue, tout à coup, tout le monde est parti dans les maisons. Alors, quand les règles ont du sens, le cadre a du sens, l'enfant
le prend. Encore faut-il le faire respecter. Oui, c'est ça. La constance. La constance. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, on est souvent pressé, on est souvent stressé, on a beaucoup d'horaires à respecter. Et j'en parle aussi dans le livre, ces horaires-là qui sont, selon moi, trop en demande par rapport aux enfants. Les enfants sont surchargés dans leur agenda et ça fait en sorte que plus personne n'y arrive. Et moi, ce que je vois, c'est aussi des enfants extrêmement fatigués. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être un enfant? Est-ce qu'on en demande trop à nos enfants en 2019 par rapport à 1980-90? Moi, je crois que oui. Oui? Moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a beaucoup trop de choix. Les choix d'activités sont énormes. Hein? On passe du yoga pour enfants au cours de cuisine, nomme-la, ils ont toutes. Ouais. En fait, toutes les activités qui, avant, étaient réservées pour les adultes sont maintenant adaptées aux enfants. On commence le plus tôt possible. Exactement. Ouais. Donc, ça fait en sorte qu'il y a tellement de choix. Puis nos enfants sont très curieux. Hein? On a des enfants de plus en plus curieux parce que c'est ça aussi que ça amène la technologie. C'est beaucoup de curiosité. Donc, ils veulent toucher à tout. Mais encore une fois, c'est nous, les parents. Alors, dans votre cadre à vous, dans votre logistique à vous... Dans nos valeurs aussi, j'imagine. Dans nos valeurs, effectivement, qui ne sont probablement pas les mêmes que la voisine, là. Qu'est-ce qui, moi, est possible de faire? Mes facteurs aussi de ressources. Est-ce que moi, j'ai suffisamment de ressources qui vont faire en sorte que, oui, mon enfant peut avoir 2 activités parce qu'il y en a une des 2 que le grand-papa ou la grand-maman peuvent assumer parce qu'eux sont à la retraite présentement ou du moins ils sont près de moi puis ça va être possible? Est-ce que le cousin ou la cousine participe à la même activité puis on peut s'échanger plus facilement les transports? Tout ça pourrait faire en sorte que peut-être que un enfant peut en faire 2 activités versus l'autre qui ne peut pas en faire parce que je suis monoparentale, je suis toute seule, j'arrive à la maison à 6 heures, j'y arrive pas. Alors, cette famille-là ou cette maman-là qui est monoparentale, qui arrive à 6 heures, qui n'est pas capable ou qui ne veut pas offrir des activités à ses enfants, est-ce qu'elle doit se sentir coupable ou elle doit simplement dire non parce que j'offre un cadre humain, rassurant et ça va pas gâcher la vie de mon enfant? Pas du tout. Puis de toute façon, c'est pas parce qu'un enfant ne participe pas à des activités parascolaires qu'il ne fait rien. Ça se peut qu'il fasse de l'horticulture avec sa mère en arrière de chez lui, puis qu'il apprenne les noms des plantes, puis etc., puis qu'il apprenne comment un potager fonctionne, et c'en est ça de la culture. Alors, on n'est pas nécessairement obligé non plus que nos enfants fassent des activités parascolaires pour les faire qui se développent dans la norme. Je ne sais pas que je suis contre les activités parascolaires, pas du tout, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se limiter. Parce que les enfants, c'est sûr qu'ils vont toujours vous le demander, parce que le copain fait telle chose, la copine fait telle chose, puis ils veulent faire les mêmes choses que tout le monde. Mais il faut à un moment donné qu'on se dise, est-ce qu'on en a du temps de famille où il n'y a rien de planifié, où notre enfant s'ennuie, qui dit, je ne sais pas quoi faire, et qu'on va avoir l'opportunité de lui dire, mais fais-toi dans une cabane avec des couvertures. Tu vas voir comment c'est plaisant. Mais pour ça, ça prend du temps. Ça prend de l'espace. Ça prend du vide. Ou ça prend du vide, exactement, dans la journée pour, justement, qu'ils puissent le remplir par d'autres formes d'activités qui ne sont pas dirigées. On parle d'épuisement parental, on parle des enfants. Parlons un peu d'école à travers tout ça, parce que c'est une autre source de stress, de pression et un enjeu important aussi, que ce soit les résultats scolaires ou... Alors, j'ai 3 questions par rapport à ça. La première, c'est les devoirs. Les études ont montré que les devoirs au primaire avaient très peu d'impact sur la réussite scolaire. Malgré tout, dans certains milieux, il peut y avoir encore un peu ou beaucoup de devoirs qui dépassent le simple fait de lire pendant 15 minutes. Comme parents, c'est pas simple à gérer. On a parlé des horaires, les enfants arrivent à la maison. Comment... Avez-vous des trucs concrets pour instaurer un cadre simple, efficace et à la limite agréable pour les devoirs à la maison? Première chose, il faut faire la distinction entre devoirs et leçons. Les devoirs, c'est des feuilles que l'enfant doit remplir. Habituellement, il y en a pour les écoles qui ont maintenu les devoirs. Il y a à peu près une feuille en français puis un autre en mathématiques. De plus en plus, les professeurs les donnent le vendredi. Donc, il y a possibilité pour le parent de se prendre un petit temps le samedi matin ou le dimanche matin pour faire les devoirs, où on est beaucoup dans l'accompagnement habituellement là, avec l'enfant pour vérifier s'il comprend bien la matière. Les écoles qui ont laissé tomber les devoirs ont maintenu, par contre, les leçons. Les leçons, c'est de la mémorisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre nos verbes, nos multiplications, nos complémentaires, les mots dictés de la semaine. Habituellement, les écoles ont maintenu ça. Les leçons, la beauté de la chose, c'est que ça devrait s'introduire dans le quotidien.
C'est-à-dire que votre enfant est dans le bain, on a des crayons pour écrire sur la céramique pendant qu'il est dans le bain, on fait des complémentaires. On est dans la voiture, on joue aux devinettes, puis on lui fait épeler son mot dicté parce que le mot de la devinette, c'était le mot dicté. C'est de l'introduire dans... Là, je le dis souvent, là, on est au printemps, la belle température va sûrement venir là, d'une minute. on l'attend là, impatiemment, mais c'est sûr qu'elle va venir. Alors, sortez les craies pour écrire sur l'asphalte. Et en jeu de marelle, on fait nos complémentaires. Ouais. On peut écrire nos mots dictés dans de la poudre à Jello. On peut faire en jouant au hockey avec nos enfants. Exactement. Ouais. Les leçons devraient être introduites dans notre vie quotidienne. Okay. Nos enfants ont une activité parascolaire le mercredi. Bien, ça se peut qu'on n'en fasse pas de leçons le mercredi, mais c'est pas grave parce que les leçons, c'est de la mémorisation sur du long terme. On pourrait aussi emmener un jeu de cartes avec le petit frère pendant que l'autre fait son activité, puis on joue aux cartes, puis en même temps, on pratique nos chiffres. Alors, c'est de l'introduire dans votre quotidien. Donc, je comprends. Faire preuve de créativité aussi, puis d'imagination dans la façon de le faire, éviter de le faire trop mécanique. Oui, et c'est pour ça que dans le Psy Guide de la discipline, entre autres, qui était mon livre précédent, on a un chapitre complet sur les devoirs et leçons où je donne tous les trucs que je viens de nommer pour dire comment je peux introduire les leçons et que ça soit agréable. Et souvent, les parents, quand ils viennent me consulter, puis je donne les trucs que je viens de vous nommer, ils reviennent en me disant, ils en demandent. L'enfant dit, c'est quand qu'on les fait, les mots dictés, il aime ça. Ouais. Ça devrait tout le temps être ludique. Quand l'apprentissage chez un enfant, ça devrait toujours être ludique. Les enfants aiment apprendre. Bien oui, définitivement. Mais ils n'aiment pas apprendre quand il y a des conflits. Ils n'aiment pas apprendre quand on les chicane. Ils n'aiment pas apprendre quand on lui dit « Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans quand ça fait 3 fois que je te l'explique? » C'est sûr qu'ils n'aiment pas apprendre de cette façon-là parce que nous non plus, on n'aime pas apprendre de cette façon-là. Alors, puis je peux comprendre le parent qui arrive dans cette exaspération-là parce que, justement, le temps est compté, on est limité. Mais quand vous arrivez là, ça veut tout simplement dire que votre enfant, là, son cerveau, il n'en prend plus. Le disque dur est plein. Ouais. On arrête ça. Puis on n'arrête pas en culpabilisant l'enfant, en disant « Tu ne veux pas faire d'efforts, tu vas pocher ta 2e année. » On fait juste dire « On reprend ça demain. Monsieur cerveau, il est fatigué, on arrête. On va faire autre chose. » Puis là, autre chose, ça peut être un casse-tête, ça peut te raconter une histoire ou je suis en train d'apprendre autre chose, justement, d'une autre forme. Il y a l'école de la vie aussi qui existe, hein, où on peut apprendre plein de choses. Il faut qu'on parle des élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage ou un trouble de l'attention ou d'autres défis. Le défi est encore plus grand pour ces enfants-là et pour leurs parents. Les conseils que vous donnez pour le devoir sont pertinents. Ma question est plus par rapport à comment amener nos enfants à ne pas perdre de l'estime de soi et de la confiance en soi quand ils ont ces difficultés-là. Puis une phrase que j'utilise souvent, c'est qu'ils vont mettre 3 fois plus d'efforts que les autres pour des résultats systématiquement 3 fois inférieurs. Puis comme adulte, on ne tolérerait pas ça. Non. Donc, comment on fait pour aider nos enfants à garder leur confiance et leur estime et leur sentiment d'efficacité? La première chose, je pense que c'est faire très attention quand on reçoit les notes au bulletin, de ne pas faire la comparaison avec la moyenne de groupe. Okay. Je sais qu'on en a parlé dans les dernières semaines, puis peut-être qu'il y a des gens qui seront en désaccord avec moi, mais moi, je ne pense pas qu'un enfant a besoin de savoir où il est comparé par rapport à un groupe. Je pense que c'est les adultes qui ont besoin de savoir ça pour à quelque part, vérifier où il se situe. Tu comprends? Est-ce qu'il est en force, en faiblesse par rapport au groupe? Mais les enfants, je ne crois pas qu'un enfant, en tout cas, du moins pas un enfant en bas de 10 ans, a ce besoin-là. Les enfants, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est si on croit en eux. Les enfants ont besoin de savoir que ça va bien aller, qu'on est là, que oui, il y a des difficultés, mais c'est pas grave. Et une des premières choses que je travaille en thérapie, que ce soit avec les enfants ou les parents, c'est le vocabulaire. Alors, quand un enfant dit « je suis pas capable », on remplace toujours ça par « pour moi, c'est plus difficile ». Moi, je suis pas bon. C'est vrai que j'ai certaines faiblesses. Alors, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas faire semblant que l'enfant, il n'en a pas de faiblesse, parce qu'on en a tous des faiblesses, on en a tous des difficultés. Ouais. Mais juste déjà de changer le vocabulaire, ça l'aide énormément. Et surtout, éviter les menaces. Tu sais, quand les parents quand on est en mode un peu panique, là, qu'on voit que notre enfant, peut-être que son année est en jeu, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est-à-dire, là, si tu ne fais pas assez d'efforts, là, tu vas être obligé de la reprendre ta 2e année. Là. Hein? Puis là, si tu la reprends ta 2e année, tu vas perdre tes amis. Et ça fait monter l'anxiété chez l'enfant. Puis il faut se souvenir que l'anxiété, c'est un paralysateur. Il n'est pas aidant. Alors, plus votre enfant est anxieux, moins il va bien performer, justement. Moins il va être capable d'apprendre. On les prend étape par étape. Cours par cours, matière par matière. Et c'est pas parce que mon enfant a particulièrement de difficultés en mathématiques ou en français qu'il va reprendre son anneau complet. Mais non.
Il faut qu'il soit en difficulté dans toutes les matières. Et si jamais il doit continuer, parce que moi, je parle plus qu'on continue qu'on reprend dans la vie, alors si votre enfant est malheureusement obligé, pour X raisons, de continuer sa deuxième année, est-ce que c'est dramatique dans sa vie? C'est pas dramatique dans sa vie si c'est pas dramatique dans la vie de ses parents. Si le parent le prend bien, si le parent le vit bien, l'enfant va bien le vivre. Parce que le premier but pour un enfant, c'est de faire plaisir à son parent. À partir du moment où le parent il est fier, puis que l'enfant le sent que son parent il est fier, il n'y a pas de problème particulier à continuer. Je ne vous dis pas que c'est plaisant. Ouais. C'est sûr qu'il y aura de la peine. Mais si on l'accompagne là-dedans, ça va aussi bien aller. Mais tu as raison de mentionner que, moi, je dis souvent aux gens, vos enfants qui sont atteints de TDA ou qui ont des troubles d'apprentissage quelconques, c'est comme si on leur demandait de courir le marathon de Montréal à tous les jours. Ouais. Normal qu'ils soient extrêmement fatigués à la fin de la journée. Alors, est-ce que notre but, c'est que notre enfant ait 80, 70, 60, ou notre but, c'est qu'il continue à prendre plaisir à apprendre? Surtout en bas âge, hein? Oui. On ne veut pas les voir décrocher de cet intérêt-là envers l'école, puis envers l'effort, puis envers le Première chose qu'il faut maintenir, c'est la motivation face à l'école. Si je suis motivée, si j'ai encore le goût d'apprendre, la persévérance va venir par la suite. Mais c'est sûr que si je suis moins motivée parce qu'on me parle tout le temps de mes notes, puis moi, j'arrive pas à ce 80-là qu'on nomme que je devrais atteindre ou que tout le monde semble dire que je suis capable. Parce que souvent, autant les parents, les professeurs, les gens en général, les adultes en général vont dire « Je sais que tu es capable de faire mieux. Ouais. » Moi, je trouve ça toujours un peu surprenant qu'on dise ça à un enfant parce que comment on fait, on n'est pas à l'intérieur de lui pour savoir dans quoi il est capable ou pas. On peut lui dire, on a l'impression que, est-ce que tu penses que tu as mis suffisamment d'efforts? Est-ce que tu penses que tu étudies suffisamment? Et là, l'enfant va par lui-même faire le lien entre, c'est vrai que quand j'étudie plus, ça va mieux, moi, je me sens plus à l'aise à mon examen. Moi, j'évite beaucoup de parler des résultats scolaires parce que je trouve toujours que je sais pas réellement comment un enfant fait pour savoir un 80, pourquoi c'est bon plus qu'un 75. Sauf que nous, on n'arrête pas de leur dire ça. Ouais. Mais pour un enfant, le 75, le 80, c'est pas ça qui est important souvent. C'est la fierté qu'il va voir dans les yeux de son professeur ou de son parent. Et pour tous les enfants, incluant ceux qui ont des troubles d'apprentissage, il y a beaucoup à faire comme parents pour les aider à les accompagner face aux échecs, face aux efforts, face aux sentiments qu'ils vivent en classe ou à la maison par rapport à leur cheminement scolaire. Écoute, je pense qu'en 28 ans de carrière, j'ai jamais autant nommé dans mon bureau que c'est dans la norme de se retrouver parfois face à un échec. Que l'échec, ça fait partie de la vie, qu'un échec, c'est une expérience en soi, que si tu perds une partie de hockey, tu n'as pas perdu toute ta vie, tu as gagné en expérience, tu as appris des choses, que si jamais ça va moins bien dans ton examen, ça veut juste dire que peut-être tu n'avais pas bien compris ta matière. On est à l'école pour apprendre. Alors, pourquoi on s'attend tout le temps à ce que les enfants performent autant alors qu'ils sont en apprentissage? Et n'importe qui, adulte compris, quand on est en apprentissage, c'est normal de faire des erreurs, de se tromper et parfois même peut-être justement dans les standards se retrouver en échec. Mais c'est pas dramatique non plus puisqu'on est en apprentissage. Exact, ouais. Ça fait tout son sens à partir du moment où on dit il est en apprentissage. C'est parfaitement normal que l'enfant vive parfois des difficultés. Suzanne Vallière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Merci à Suzanne Vallière. Je vous encourage à vous procurer son livre, Le Psy-Guide des parents épuisés. Et évidemment, pour consulter toutes nos balados, vous pouvez visiter le aidersonenfant.com ainsi que toutes les ressources qui sont mises à votre disposition gratuitement pour vous aider en tant que parent à mieux accompagner vos enfants. Merci tout le monde, à bientôt.